Bonjour à tous, je suis ravi de vous avoir sur ce webinaire. Il est midi pile, on commence à l'horaire parfait. Donc c'est un webinaire qui va être sur le thème des meilleures questions pour engager le collaborateur dans le cadre des entretiens de recrutement. Pour cela, j'ai fait appel à une équipe d'experts. Moi, je suis Christophe de QuickMS, cofondateur et dirigeant. Et on a ces messieurs que je vais laisser se présenter. On va commencer par ordre alphabétique, mais j'ai une difficulté. Augustin, du coup. Je vais chercher la troisième lettre. Augustin, vas-y, présente-toi. Bonjour Augustin, 40 ans, 15 ans de recrutement dans les pattes au travers de cabinets de recrutement, donc depuis 2007. Voilà, je travaille pour le cabinet de recrutement AdSearch, qui est un cabinet national, et je suis basé à Aix-en-Provence. Aurélien. Merci Christophe. Et donc Aurélien Boutodou, moi ça fait 12 ans que je suis dans le monde du recrutement. J'ai démarré en cabinet, moi aussi. Après j'ai fait une grosse partie de ma carrière dans le domaine de la marque employeur et aujourd'hui ça va faire bientôt 4 ans que je suis formateur à l'école du recrutement et je vous fais un coucou depuis Nantes. Et on finit avec Thomas. Bonjour à toutes et à tous, donc Thomas Santis, pareil, 15 ans de recrutement, 5 pattes, d'abord salarié en cabinet de recrutement avant de cofonder le Mouton à 5 pattes, donc il y a 6 ans, et moi je suis basé à Marseille. Alors, je vais vous définir, merci pour ce tour de table, les règles du jeu. Donc, on va travailler sur ces questions du recrutement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a sondé vous et d'autres personnes pour nous récupérer ces questions. On a fait une présélection avec Augustin, Aurélien et Thomas des meilleures questions dans chaque thème. Donc, on va avoir 4 thèmes. Premier thème, c'est selon vous, quelle est votre meilleure question à poser lors d'un entretien d'embauche sur les soft skills? On parle soft skills au premier thème. Le deuxième thème, on parle, je reprends vite, le parcours professionnel. Le troisième thème, c'est la motivation. Et on a fait un thème fun pour clôturer les pires questions, les plus osées, discriminantes, etc. Donc, vous n'hésitez pas à venir agir dans le chat, dire bonjour, etc. Je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de bonjour. Il y a des gens avec nous. Vous dites bonjour quand même. Voilà, ça dit bonjour, etc. Vous avez trouvé le chat, vous êtes très fort. Donc, on va travailler sur ces questions-là. Et en fait, sur chaque question, vous allez venir voter pour choisir les trois meilleures questions de chaque catégorie. Et après, Augustin, Thomas et Aurélien vont venir décrypter vos réponses et amener leur expertise dans tout cela. On va attaquer. On va faire d'abord une petite présentation de nos structures parce que il est quand même important qu'on vous parle de nos métiers d'origine. Le slide s'est pas mis sur le bon slide. Donc moi, je suis Christophe, je suis cofondateur de QuickMS. QuickMS, on a un éditeur de logiciels et on a deux solutions. Une solution graphique qui fait du reporting RH, qui va aller vous suivre l'absentéisme, la masse salariale, les effectifs, le taux de survie. Et un outil Crew, qui est notre People Management System, qui vient gérer les entretiens collaborateurs-managers, le feedback, tout ce genre de choses. Voilà, pour ma part, je laisse du coup la parole à Augustin pour présenter sa double casquette. Exactement, donc double casquette. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je suis donc manager sud-est chez AdSearch, cabinet de conseil en recrutement. Je manage donc 2 bureaux, le bureau d'Aix-en-Provence et le bureau de Nice. Ça, c'est ma première casquette. Et ma deuxième casquette, c'est que je suis aussi co-organisateur des Afterwork RH, qui est une association. Et là, on rassemble une fois par mois des professionnels des ressources humaines, une fois à Aix, une fois à Marseille, sur des thématiques RH. Voilà, il y en a eu un hier soir et il y en a un le 7 novembre d'Afterwork RH à Aix-en-Provence. Hop, un peu de pub. T'as raison. Du coup, après, on passe sur Thomas. Oui, donc cofondateur du Mouton à 5 pattes il y a 6 ans, cabinet de recrutement généraliste, mais avec des pôles d'expertise par fonction, une vingtaine de personnes, une présence nationale avec un bureau sur Marseille, un bureau sur Rennes en Bretagne, un bureau à Avignon. Dernière actu, lancement d'une activité de RH externalisée qui s'appelle La Bonne Patte, le bon DRH au bon endroit au bon moment, qu'on a lancé en septembre, donc il y a un mois. Super. Et on finit sur l'école du recrutement avec Aurélien.
Merci. Et donc, l'école du recrutement, comme son nom l'indique, est une école qui enseigne le recrutement. Alors, on est un organisme de formation. On forme à la fois des novices du recrutement, on forme des recruteurs de métier, on forme aussi des managers qui travaillent avec des recruteurs et on forme aussi, évidemment, toutes les populations RH qui sont amenées à recruter. Et nos formations touchent vraiment toutes les étapes du recrutement. On forme de la prise de brief à la prise de poste. Super. Allez, on va partir sur le sujet. Donc, en fait, première étape, je vous pose la question et vous allez devoir vous positionner sur les 3 meilleures questions de cette catégorie-là. Donc, en fait, je vais vous pousser un sondage qui va apparaître sur votre écran. Et j'arrive, j'y vais, je fais la petite, publier le sondage. Donc, normalement, il est arrivé en pop-up devant vous la question. Donc, selon vous, quelle est votre meilleure question à poser lors d'un entretien d'embauche sur les soft skills? Vous avez les 10 questions qu'on a préférées, plus ou moins les 10 questions. Vous avez le droit d'en prendre 3. Et après, vous appuyez sur le bouton soumettre le vote. Messieurs, je vous laisse participer. Vous avez le droit de participer au jeu. On est une 60aine. Moi, on va attendre qu'il y ait une 30aine de votes ou une 40aine de votes pour après commencer à analyser les résultats. Voilà, il y en a beaucoup, donc il faut prendre un peu de temps de les lire. Donc, on va vous laisser 3 minutes, 4 minutes pour répondre. S'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à accéder au questionnaire, n'hésitez pas à le dire, vous avez un souci dans le chat. Normalement, ça va vraiment monter en avant. Ça fonctionne. On joue, nous aussi, Christophe. Vous pouvez jouer, ouais, on joue. Moi, j'ai joué. Moi aussi. Voilà. Moi, j'ai joué. Alors, messieurs, si vous cliquez sur sondage, vous pouvez, normalement, regarder le pourcentage des votes. Donc là, on a 33 votes. Allez, moi, j'aimerais bien qu'on monte à 45, 50 votes. Parce que l'idée, c'est de faire un brainstorming tous ensemble. Hein. Donc, il faut vraiment qu'on ait. Mais ça prend un peu de temps. Il y a quand même beaucoup de questions, beaucoup de pistes. Voilà. Donc, pour rappel, vous en avez 3. Je vous donne 3 jetons chacun. 48 votes. Vous voyez, on a des gens bien connectés avec nous, qui nous écoutent bien et qui participent. Alors, est-ce que, messieurs, vous voyez bien les résultats? Vous avez accès aux résultats? Vous arrivez à voir les résultats? Oui, en live, ça évolue. Ça évolue encore. On monte 53 votes. Ça bouge. Il y a une compétition. Une compétition. Donc, on a, messieurs, les 3 gagnants. Il y a encore des gens qui votent, mais bon, on n'est pas loin des 3 gagnants. On a parlez-moi d'une de vos réalisations qui vous a rendu fier et que vous jugez originale, en numéro 1. En numéro 2, racontez-moi une expérience où vous étiez en désaccord avec votre hiérarchie. Comment avez-vous fait? Et quelle est la meilleure manière de vous manager? En 3, le top 3. Je crois que c'est Augustin, tu veux commencer? Ouais, je commence. Écoute, je suis pas surpris déjà par les 3 questions qui reviennent le plus. Donc, parlez-moi d'une de vos réalisations qui vous a rendu fier et que vous jugez originale. Moi, je la pose systématiquement, cette question-là. Je l'aime bien déjà parce qu'elle est assez ouverte. Donc, elle permet quand même d'ouvrir la porte à la discussion et de juger de la réponse par rapport évidemment au poste et aux soft skills que l'on recherche. Donc, il faut toujours mettre ça en relation à ce qu'on recherche sur une job description que nous donne notre client. Mais celle-là, elle est vachement ouverte et elle permet d'entrer dans la discussion. Et surtout, c'est la deuxième partie, moi, la question qui m'intéresse, et que vous jugez original. Parce qu'on est souvent assez fiers de plein de choses, mais l'idée, il faut que ce soit quand même original, impactant, et évidemment sur la sphère professionnelle, qu'on puisse en tirer des conclusions. Donc celle-là, moi, elle me plaît, elle est ouverte. Clairement, on va chercher des soft skills qui sont personnalisés, qui sont originaux, avec des mises en situation, des exemples très concrets. Et nous, recruteurs, moi, recruteur, je vais pouvoir ressortir de cette question plein de réponses que je vais pouvoir ensuite creuser, orienter, réorienter, éliminer une partie de la question, la rebasculer dans un sens pour aller chercher ce que moi, j'estime être pertinent. Donc, celle-là, elle me plaît, j'utilise systématiquement. Pour moi, c'est un classique, mais qui mérite d'être dans le top 3. Donc, très bien là-dessus. La deuxième, racontez-moi une expérience où vous étiez en désaccord avec votre hiérarchie. Voilà, donc on ne cherche pas à avoir des moutons de panurge, pour faire un petit clin d'œil à Thomas. On cherche des gens qui ont souvent, effectivement, du jugement, du discernement, des convictions.
Je trouve que c'est intéressant d'aller chercher des situations concrètes, là encore, au niveau professionnel, où on va être dans des situations de, je ne vais pas dire de conflit, mais de désaccord, et notamment avec sa hiérarchie. Parce que voilà, on est dans un monde qui évolue rapidement, on doit être agile, on doit pouvoir être force de proposition, on doit pouvoir aussi exprimer des fois des jugements et des désaccords, pourquoi pas, avec sa hiérarchie. Pour moi, c'est super sain d'être en respect évidemment de sa hiérarchie, mais pourquoi pas dans la contradiction. Ça va pouvoir permettre aussi au manager de se remettre en question, d'être challengé et pouvoir aussi sentir si la personne a du caractère, des convictions, de la personnalité, et si elle peut aussi des fois apporter des choses à l'entreprise qui sortent de sa job desk initiale par justement un dialogue avec sa hiérarchie. Et évidemment, il faut derrière qu'il y ait du concret. Ce qu'on va toujours attendre, c'est des exemples concrets. Donc, comment avez-vous fait? Donne-moi des exemples et ça va vous permettre là aussi de rebondir. Donc, question ouverte qui est super et qui permet aussi de voir les soft skills du candidat et des soft skills un peu différenciants avec derrière on va bien sentir le caractère de la personne. Et dans le monde de l'entreprise, c'est ce qu'il nous faut, des personnes avec du caractère. Donc, moi, ça me va bien. Et la troisième, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Et moi, je la pose systématiquement quand je recrute dans mes équipes, quand je recrute mes consultants. Voilà, comment je dois te manager? Voilà. Et je pense que là aussi, ces questions-là, ce brainstorming, pourquoi on l'a fait avec Christophe et Aurélien et Thomas, c'est aussi pour savoir comment poser les bonnes questions et engager le collaborateur d'entrée de jeu dans le process de recrutement pour qu'il ait aussi envie de rejoindre l'entreprise. Donc, quelque part, il faut être un peu sexy aussi dans ces questions. Il faut que le candidat il ait envie de rejoindre l'entreprise qu'on représente. Et donc, il faut aller le chercher aussi sur ce qu'il attend de l'entreprise dans le management. Donc, je trouve ça bien que le report de force et que l'équilibre entre le candidat et l'entreprise soit là, qu'il y ait un vrai équilibre. Donc, on a le droit de poser aussi une question en mode, OK, dis-moi, qu'est-ce que tu attends de l'entreprise et qu'est-ce que tu attends de ton management? Et je vais te dire, moi, de manière sincère, transparente, si mon management est adapté à ce que tu recherches. Et du coup, on est sur un rapport d'équilibre qui est vachement intéressant et on ne se plante pas. OK, si moi, mon mode de management ne correspond pas à tes attentes, OK, don't act, next, on passe à autre chose. Et au moins, on a été sincère, on ne se plante pas. Et je pense que ça renvoie une super bonne image de l'entreprise et du modèle managérial aux collaborateurs qu'on veut recruter, qu'on va recruter, ou pas d'ailleurs, si ça ne marche pas. Voilà pour moi. Il y a comme tu disais, il y a plein de points intéressants. En particulier, la dernière question sur quelle est la meilleure manière de vous manager. Cette idée, surtout moi, un point que tu soulevais, je pense qu'il est important de se dire que toutes les questions ne sont pas nécessairement faites pour évaluer la personne. Parfois, il y a des questions qu'on pose simplement pour savoir s'il y a une correspondance entre les attentes de la personne et ce qu'on est capable de faire. C'est une question, moi aussi, quand j'étais manager d'équipe, que j'appréciais beaucoup de pouvoir poser simplement aux gens, de dire c'est quoi, selon vous, la manière idéale que vous avez de travailler avec votre manager, quoi. Et de voir si moi, ma manière de manager va correspondre à ce que la personne attend. Parce qu'au final, s'il n'y a pas de correspondance, ça ne sert pas à grand-chose d'aller plus loin là-dessus. Je voulais revenir sur les deux premières questions avec un point qui est assez important quand on réfléchit à des questions qui vont être fortes en évaluation. Ici, les deux premières questions partagent une caractéristique importante, c'est la capacité à demander à la personne de raconter une expérience passée. D'ailleurs, moi, je trouve que la deuxième question est un peu meilleure que la première, tout simplement parce que ce que je trouve de dommage sur la première question, c'est qu'elle est peut-être trop large. Toi, c'était quelque chose que tu as apprécié, Augustin. Moi, souvent, sur les questions, on va essayer de les orienter au maximum vers un critère spécifique. En formation, nous, ce qu'on essaye de transmettre, c'est cette idée que une question doit à chaque fois évaluer un critère à la fois. Donc, si je devais reformuler la question, potentiellement, ce serait de dire une réalisation qui serait liée à un de mes critères de recrutement. Peut-être si j'ai un critère sur ce poste-là, sur de la gestion de projet,
je dirais, voilà, parlez-moi d'une de vos réalisations dans le cadre d'un projet que vous avez géré, qui vous a rendu fier et que vous jugez original. Et hop, là, je vais réorienter ma question vers un de mes critères et ça va parfois éviter je pense que ce que tu disais aussi, parfois ça part un peu dans tous les sens dans la réponse et tu es obligé de relancer, de réorienter, tu gardes certains morceaux, t'enlèves d'autres. Parfois, avec cette précision-là, ça rend la question hyper efficace. Et la deuxième, justement, elle a cette caractéristique d'être très orientée vers une situation spécifique. Racontez-moi une expérience où vous étiez en désaccord avec votre hiérarchie. Là, alors c'est une bonne question. Si c'est quelque chose qu'on cherche à évaluer, c'est-à-dire si dans ce poste-là, la personne va devoir être régulièrement, potentiellement en confrontation avec sa hiérarchie, là la question va être super pertinente. Est-ce que je la poserai sur tous les postes? Pas sûr. Ça se discute. C'est ça, je dis. Là, c'est très contextuel et c'est la difficulté aussi de l'exercice du jour, c'est que il y a peut-être pas de bonnes questions absolues. Il y a de très bonnes questions en fonction du poste à recruter. Donc c'est sûr que c'est particulièrement difficile de trouver des bonnes questions, mais déjà les trois premières, on a déjà un beau panel avec lequel travailler. Allez, Thomas, toi, c'est quoi ta préférée dans les trois pour conclure? Moi, pour être transparent, j'avais voté pour la troisième, qui est une question que je trouve très intéressante sur les attentes de la personne vis-à-vis de son manager. Voilà, pour savoir si ça va matcher. Les trois premières questions, en tout cas, qui ont été retenues, je les trouve pertinentes. D'une part, on est sur des questions ouvertes, donc ça, c'est la base. Les deux premières, on est sur des situations qui sont quand même des situations concrètes, où la personne doit, parler d'une situation, et puis deux, expliquer comment est-ce qu'elle a réagi face à cette situation-là. Donc, je trouve que c'est des questions qui sont tout à fait pertinentes. Ouais. Top, merci. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions à nos experts sur cette catégorie. Sauf si je me trompe, j'ai pas vu de questions directes qui vous a adressées, messieurs. Il y avait une question pour Augustin qui était quelle est sa réalisation originale et dont il est fier, mais on pourra peut-être y répondre dans le chat. Allez, on te laisse répondre pendant les votes, Augustin. On fera ça à côté, ouais. On passe au sondage suivant. Donc, vous avez vu, j'ai trouvé une méthode pour vous afficher les résultats du sondage à tout le monde. On avance. Donc, la prochaine question, c'est selon vous, quelle est votre meilleure question à poser lors d'un entretien d'embauche sur le parcours professionnel, donc thème du parcours professionnel. On y va, je vais vous publier le sondage. Attention, ça arrive. Publier le sondage. C'est parti. Allez, messieurs, vous devez répondre. Tous qui est avec nous, on est plus de 60 en ligne, en live. Voilà, on attend. Allez, on va essayer de battre le record de la question précédente. Plus de 50 participations. Et on prend quelques minutes parce qu'il y a beaucoup de propositions. À voter pour ma part, messieurs. Également. Pareil pour moi. Allez, on a 34 votes, 35 votes. C'est serré encore une fois. Les 4-5 premières, c'est tendu. Ouais, les deux premières sont au coude à coude. Ils ont pris un peu d'avance. Ouais. Toi Thomas, je crois que tu es un grand sportif aussi. C'est ça. Un grand nageur, si je ne me trompe pas. Un peu nageur, un peu de tout. Polyvalent. Voilà. Pour l'anecdote, Thomas, je crois que tu nages plus de 10 km en mer. Tu fais des courses à plus de 10 km, voire 20 km. Ouais, 18 au maximum. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire ça. Allez, on est à 53 votes, donc je vais arrêter les votes. Je pense que c'est assez stable, et la troisième est assez loin de la quatrième, donc on y va. Je fais la petite capture d'écran comme tout à l'heure pour le ramener, pour que tout le monde profite. On y va. Je vous fais la petite capture d'écran. Et je la glisse de ce côté. Comme ça, tout le monde la voit.
Alors attendez, je pense que soit j'ai raté la capture d'écran. Non, c'est bon, j'ai pas raté la capture d'écran. Donc, réponse 1 sur le parcours professionnel, c'est quelles sont les raisons, motivations de vos changements de poste? Réponse 2, quelle est votre expérience professionnelle la plus marquante et pourquoi? Et réponse 3, qu'avez-vous retenu de l'ensemble de votre expérience professionnelle? Ben, moi, j'ai perdu, j'aurais pas voté pour une seule. Et Thomas, je crois que c'est toi qui ouvre le bal sur celle-là. Ouais, donc moi aussi, je vais ouvrir le bal. J'ai pas voté non plus pour le trio de tête. Néanmoins, je les trouve très bonnes, ces questions. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur la première question, on est sur des questions qui sont ouvertes. Donc toujours intéressant parce que ça amène la personne à se dévoiler. Sur la première, les raisons, les motivations, c'est le moteur de la personne. Et qu'est-ce qui a impulsé les changements? Donc ce qui lui plaît, ce qui lui plaît moins. Donc je trouve que ça permet vraiment de mieux connaître, de mieux comprendre la personne. L'expérience professionnelle la plus marquante, idem, la personne se révèle, met en avant ce qui lui a plu. Donc, ça permet pour un recruteur de se dire, OK, c'est ce qui lui a plu, en tout cas ce qui l'a marqué. Est-ce qu'au sein de mon entreprise, est-ce que sur ce poste-là, je vais pouvoir également lui apporter ce type d'expérience? Est-ce qu'elle va se retrouver au sein de mon entreprise? Donc, question que je trouve aussi très intéressante. Et qu'avez-vous retenu de l'ensemble de vos expériences professionnelles? Ça permet à la personne de prendre un peu de recul sur son parcours, de l'analyser et de présenter ce qu'elle a retenu, à la fois peut-être sur les aspects positifs d'ailleurs, mais aussi sur les aspects négatifs, un mini bilan de son parcours pro, et qui, pareil, pour le recruteur, va permettre de se dire est-ce que au sein de mon entreprise, est-ce que sur ce poste-là, la personne va s'y retrouver, est-ce qu'elle va s'épanouir? Puisque au travers de cette question-là, le parcours pro, on va chercher à valider un petit peu de compétences, mais surtout l'adéquation entre les attentes d'une personne et ce que nous, on va être à même de lui proposer au sein de l'entreprise, ou en tout cas de l'entreprise cliente. Moi, si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai que nous, c'est un peu biaisé, on est cabinet de recrutement, et en tant que cabinet de recrutement, on aime bien, et c'est un biais, et je pense qu'Aurélien va pas être d'accord forcément, mais nous, on aime bien valider une cohérence globale d'un parcours professionnel. Et à chaque fois, on valide des étapes, que l'étape 2 soit cohérente et meilleure que l'étape 1, que l'étape 3 soit meilleure que l'étape 2, et voir une progression de salaire, une progression de parcours professionnel de manière ultra classique. Nous, ça nous rassure en tant que cabinet de recrutement, parce qu'on sait qu'on va présenter à nos clients quelque chose d'assez classique. Et c'est vrai que c'est un énorme biais dans le recrutement, mais c'est une question qu'on pose systématiquement et on valide à chaque fois les raisons, les motivations, la bascule d'un poste vers un autre pour vérifier que le global soit cohérent. Et c'est vrai qu'on laisse du coup très peu la place, je trouve, et je fais mon mea culpa et Aurélien va confirmer ça, mais nous, en tant que consultant en recrutement en cabinet, on laisse très peu de place à des changements de direction, à des reconversions, à des parcours atypiques. C'est clairement dommage. Alors, on le fait quand même, hein, j'exagère le trait volontairement, mais on a besoin de comprendre systématiquement pourquoi on switch, pourquoi on va chercher une nouvelle expérience, et on a besoin tout le temps qu'il y ait une justification cohérente et que ça soit clair sur un CV. Nous, on adore les CV avec le profil financier qui a commencé en cabinet d'audit, après il est parti en entreprise en contrôle de gestion, ensuite il est passé RAF, ensuite il est passé DAF. Ça rassure nos clients, on sait que nous, ces candidats-là, on va les placer. Et c'est pour ça que nous, on pose ces questions-là en tant que cabinet de recrutement de manière systématique. Pour autant, ce n'est pas parce que le parcours est différent et qu'il est évidemment bien explicité qu'on n'aura pas les bons profils. Et là, je laisse la main à Aurélien qui va compléter ça. Ouais, et je pense que tu as soulevé un point qui est hyper important, c'est que vous avez la posture d'intermédiaire. Et du coup, vous êtes obligé d'anticiper des objections qui viennent de vos clients aussi. Qui sont, en fait, moi je veux un profil, quand tu me le présentes, que ça soit clair que la personne va coller. Donc plus, entre guillemets, le profil va s'écarter du chemin le plus logique, plus c'est complexe pour vous d'aller présenter le parcours. Donc vous avez ce besoin d'aller creuser, demander aux personnes qu'est-ce qui les a amenés d'un endroit à un autre, parce qu'après,
Si vous n'avez pas ces billes-là, c'est difficile pour vous de les expliquer aux clients de l'autre côté. Ça laisse le candidat un peu, ça laisse pas forcément la chance au candidat d'aller voir le client si vous n'avez pas réussi à le convaincre d'aller le voir derrière. Donc il y a cette dynamique qui est à prendre en compte. Mais c'est vrai que moi, c'est là sur l'ensemble des questions qui étaient proposées, j'ai pas voté pour grand-chose. J'ai quand même voté pour celle-là parce que il y a une vraie utilité à comprendre les motivations. Alors pas de tous les changements de poste de la personne. Moi, je trouve qu'il y a une vraie utilité à comprendre les motivations de la personne en ce moment. Moi, une question qui est assez similaire à celle-ci que j'aime beaucoup poser et que je pose systématiquement là quand je recrute encore à l'intérieur de l'école du recrutement, c'est qu'est-ce que vous avez envie de changer aujourd'hui dans votre vie en changeant de poste, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce que vous recherchez comme changement en fait? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller regarder ailleurs? Et ces questions-là, je ne les pose pas pour évaluer une notion de motivation, etc. Je les pose pour comprendre c'est quoi les leviers qui font que la personne elle a envie de trouver autre chose aujourd'hui pour me permettre à moi, de l'autre côté, de trouver les arguments qui vont la convaincre de venir chez moi, en fait. Parce que si je comprends ces leviers de motivation, je vais pouvoir sélectionner un peu, ça c'est mon passé de marque employeur qui remonte, je vais pouvoir aller chercher dans ma promesse de valeur, dans toutes les caractéristiques de mon poste, de mon entreprise, celles qui vont être les plus liées au levier de motivation de la personne pour pouvoir la convaincre de venir. Et je pense que ça a une vraie utilité de poser ces questions pour essayer de comprendre qu'est-ce que la personne elle veut trouver dans son nouveau poste, mais pas pour évaluer si la personne elle est motivée ou pas. C'est plus de se dire si je comprends qu'est-ce qui anime cette personne-là, je vais pouvoir adresser directement ces motivations-là avec les bons arguments, avec le bon argumentaire commercial en face. Et après, ouais, l'autre point que je soulevais, j'ai pas trouvé trop de questions qui me parlaient là dans le panel. C'est que pour évaluer les compétences, théoriquement là sur les questions, il faut orienter les questions autour de ces critères de recrutement. En fait, la difficulté d'orienter les questions autour du parcours, c'est que les parcours de tous les candidats sont différents. Donc naturellement, on aura des questions différentes pour tout le monde. Ça donne des questions ici qui peuvent être très très générales. Qu'avez-vous retenu de l'ensemble de vos expériences professionnelles? C'est hyper large. Et du coup, en tant que recruteur, parfois quand on pose ces questions, ça part dans tous les sens. Et on sort des entretiens en se disant est-ce que j'ai vraiment eu ce que je voulais j'ai vraiment eu ce que je voulais obtenir? Est-ce que j'ai bien pu évaluer les critères que je m'étais fixés au début du recrutement? Et donc, un des points, nous, dans ce qu'on enseigne, c'est d'essayer vraiment de construire des guides de questions qui vont être les mêmes pour tous les candidats. Et les questions, elles sont plus orientées sur le parcours, elles sont orientées sur les critères du poste. Elles ressemblent beaucoup aux questions qu'on a vues sur les soft skills, où ça va toujours un peu être formulé comme racontez-moi une fois où vous avez vécu telle expérience professionnelle, où vous avez vécu telle situation spécifique sur le métier qui va être en lien avec votre poste. Typiquement, si demain je devais recruter un recruteur, je lui dirais racontez-moi une fois où vous avez galéré sur un sourcing, sur une chasse, et où vous étiez en difficulté. Et ça va me permettre d'évaluer si un de mes critères pour un recruteur, c'est cette persévérance, cette capacité à être créatif dans le sourcing, je vais évaluer ça avec cette question qui est hyper orientée, hyper spécifique. Donc, effectivement, des questions, du coup, il peut y en avoir des milliers en fonction du métier qu'on va évaluer, mais le point le plus important, c'est la question, elle doit être liée principalement aux critères qu'on cherche à évaluer et moins sur le parcours. Je trouve que c'est un travers qu'on a beaucoup, de s'appuyer beaucoup sur le parcours. Et évidemment que c'est important de comprendre d'où viennent les gens, qu'est-ce qui les a amenés jusque-là, mais moins pour évaluer les compétences, en fait, plus pour comprendre les motivations. Merci messieurs pour cette analyse. Alors on a quelques interrogations, retours sur le chat. Marine qui nous dit pourquoi ne pas demander un échec. Moi effectivement j'avais aussi voté pour la question sur quel est votre pire projet professionnel et pourquoi. Pourquoi ne pas demander un échec significatif et comment la personne a rebondi. Qu'est-ce que vous en pensez de la question de Marine? Moi j'avais voté pour ça aussi, ouais. Elle est top, cette question, elle est super intéressante. Elle fait penser un peu aussi à la question qui était posée au début de la réussite et pourquoi est-ce qu'on est fier. Là, c'est pareil, c'est une question ouverte. Un échec,
tout le monde en a connu, c'est pas grave du tout. Simplement, ça permet de voir comment est-ce que la personne a réagi, qu'est-ce qu'elle tire des conséquences de cet échec-là, si ça devait se reproduire, est-ce qu'elle fonctionnerait différemment. Donc, ça permet de voir la réaction à l'échec, la capacité d'adaptation. C'est une question que je trouve très intéressante aussi. Ouais. Alors après, on a remarque d'Isabelle qui dit que la dernière est peut-être un peu trop ouverte. À Lou qui dit je trouve que la notion de cohérence est hyper subjective. Dommage de devoir trouver forcément une évolution en termes de responsabilité ou de salaire. Et dernière, allez, là où je voudrais que vous réagissiez, c'est Isabelle qui dit donc vous n'aimez pas l'originalité, bien que vous demandez au candidat de démontrer qu'il est original. Je pense que ça s'adresse peut-être à toi, Augustin, quand tu as parlé du fait de trouver une cohérence dans le parcours. Ouais, c'est exactement. En fait, je suis d'accord avec l'analyse d'Aurélien et cette question est très bonne. C'est vrai que nous, on cherche de la cohérence. Pourquoi? Parce que nos clients sont rassurés par la cohérence. Et d'ailleurs, quand je recrute pour moi-même, je ne pose pas les mêmes questions et j'applique pas forcément la même chose que j'applique pour mes clients. Puisque moi, je vais être effectivement un peu plus différenciant sur mes critères de recherche. Je vais chercher des personnalités, des soft skills. Et effectivement, pour moi, pour mes équipes, le parcours professionnel, je m'en fous. C'est bizarre, hein, mais je n'applique pas à moi-même ce que j'applique pour mes clients. Pourquoi? Parce que le problème, c'est quand on passe par un cabinet de recrutement, ils payent une prestation assez chère et du coup, ils cherchent le mouton à 5 pattes et qui a un parcours qui est cohérent. Et souvent, moi, dans mes shortlists, j'envoie effectivement, en général, 3 profils, on va dire. Il y a 2 profils qui ont un parcours ultra cohérent parce que je sais que le client me demande justement cette cohérence de parcours professionnel et que les étapes qui sont cochées, hop, validées, on passe. Mais je mets toujours un profil ou 2 des fois, coup de cœur, le parcours professionnel. Ok, c'est pas ça, c'est pas grave. Par contre, c'est tellement compensé par des soft skills et par des hard skills qui me plaisent et qui sont pas du tout. Et du coup, on enlève le parcours professionnel. Et ça peut fonctionner. Mais c'est vrai que c'est une demande de nos clients et on est obligé quand même de rassurer sur des parcours classiques. Donc, on essaye de faire les deux pour nos clients. Par contre, je suis complètement d'accord. Moi, pour mes recrutements internes, pour mes équipes, je ne fais pas le parcours professionnel et je vais chercher de l'originalité à la fois sur le parcours, sur le savoir-être et pourquoi pas sur les hard skills. Alors, je vois qu'il y a encore des remarques et, dans le chat et des questions. J'allais rebondir très rapidement dessus aussi, Christophe, et pour répondre à Lou qui nous pose des questions sur la cohérence. Ce que nous, on appelle un parcours cohérent, même si j'aime pas trop le terme de cohérence, c'est une personne qui serait rentrée commercial sédentaire, qui aurait évolué commercial terrain, et puis qui serait passé commercial grand compte, et puis chef des ventes, et puis directeur commercial. C'est ce qu'on peut mettre derrière le terme de cohérence ou de logique. Ce qu'il faut juste comprendre par rapport à Augustin ou moi-même qui travaillons en cabinet, c'est que quand on travaille sur une mission de recrutement, souvent on intervient en mode pompier. C'est déjà presque trop tard, il y a un trou dans la raquette, il faut aller vite, il faut trouver une solution. Et donc, on nous demande grossièrement de faire du copier-coller, c'est-à-dire d'aller chercher une personne dans la concurrence qui fait le même poste et pour qui le parcours va être le plus clair, le plus fluide. Ça, c'est la théorie. Donc, on mène cette recherche-là en parallèle, et notamment chez LM5P, ce qu'on aime bien, c'est aller proposer des challengers qui n'ont pas ce parcours cohérent, qui ont un parcours un peu plus atypique, mais qui vont avoir toutes les compétences. Je cherche un manager commercial, ça peut être une personne qui a managé, qui a été commercial, mais qui n'a pas été manager de commerciaux. Enfin voilà, on va essayer de mixer, d'aller chercher des personnalités, des talents, des compétences chez certaines personnes, même si le parcours n'est pas tout à fait fluide, et sans le prône d'autant plus que le marché de l'emploi est quand même très tendu en ce moment, et que si on cherche que des candidats copier-coller, déjà je trouve ça un peu triste, ça n'apporte pas forcément de diversité au sein d'une entreprise, pas de sang neuf, pas de regard neuf, et en plus de ça, c'est se fermer plein de portes de gens qui vont être hyper motivés parce qu'elles vont arriver avec un défi, une volonté, l'envie d'apprendre, tandis que la personne qui fait exactement la même chose à la concurrence, intellectuellement parlant, ça sera moins challenging, moins sympa pour elle. Et on passe notre temps à essayer Messieurs, désolé, il y a le temps qui file.
Il est déjà 12h35, on n'a fait que 2 questions. Moi, je voudrais demander à l'audience, et on prend notre temps, on est bien ou on accélère? Et dans l'audience, juste donnez-nous le timing. Vous voulez qu'on accélère parce qu'il faut aller déjeuner et que vous êtes pressé, ou on peut prendre un peu de notre temps? Moi, j'ai Dans du le chat, temps. voilà, mettez. Toi, tu as du temps? Tu n'as pas faim? Tu as bien fait un bon petit-déj? Ouais. Et pour répondre à Isabelle, on passe notre temps à éduquer nos clients, hein. Parce que nous, évidemment, plus ils cherchent des profils typiques, parcours classiques, plus c'est dur pour nous. Donc nous, on n'a qu'une seule envie, c'est d'ouvrir et d'aller chercher des soft skills, des parcours différenciants, peut-être décousus. Enfin, nous, c'est notre quotidien. On se bat avec nos clients tous les jours pour qu'ils arrêtent de nous demander le profil idoine, parfait, nickel, qui correspond au copier-coller du gars qui s'en va, hein. Donc, nous, on n'attend que ça de proposer des profils atypiques. Mais on se prend souvent des murs et c'est un travail de longue haleine pour éduquer nos clients. Alors, vous avez. Les gens sont bien avec vous, messieurs, donc on peut prendre notre temps, mais je vous propose quand même qu'on passe au sondage suivant. Élodie veut qu'on accélère. On accélère. Non, je veux pas qu'on accélère, mais je pense que je vous connais un peu et je pense qu'on peut passer la journée sur le sujet. Allez, go, Non on accélère. Allez. À 13h, on devrait avoir terminé. Quoi? Je dis à 13h, on devrait avoir terminé. Ouais, oui. Alors, troisième question. Selon vous, quelle est votre meilleure question à poser lors d'un entretien d'embauche sur la motivation? Donc, je vous envoie le chat. Oui, il y a le replay qui va démarrer en live direct une fois qu'on finit. Si vous avez raté le début, Gwenaël. Alors, j'y vais, je lance le troisième sondage. Attention, à vos prêts. J'appuie. Partez, c'est parti. On y va, on vote, on prend son temps. Messieurs, vous pouvez voter. Donc, question sur la motivation. J'ai toujours tendance à vouloir voter sur la première. Mais je ne sais pas ce qu'a fait. C'est Géraldine, on fait un petit clin d'œil à Géraldine qui a préparé tout ça. M'a mis mes préférés en premier. Je profite du temps de vote pour compléter sur la dernière question qu'on avait justement sur cette notion de comment on peut faire évoluer les clients sur leur vision. Moi qui vois plein de recruteurs en formation, c'est vraiment une problématique qui revient tout le temps, que ça soit des recruteurs internes, des recruteurs de cabinet, des recruteurs externes. Il y a vraiment cette tension à se dire comment on fait pour que nos managers ouvrent les yeux et voient les choses un peu différemment. Et c'est ce qui fait que ce démarrage du recrutement, le brief initial, c'est vraiment une étape capitale où c'est là où se trouve à plein d'égards la vraie valeur ajoutée du recruteur, la plupart du temps. C'est d'arriver à avoir ce questionnement, cette capacité à aider à définir des critères, justement des critères de recrutement qui vont pas être juste si la personne elle doit avoir tant d'expérience, ou il faut qu'elle ait fait ci, ou il faut qu'elle ait tel diplôme. Ça va être non, on recherche telle compétence, telle compétence, telle compétence. Et du coup, tant qu'on arrive à évaluer correctement les compétences derrière, au final, on peut aller proposer des profils avec plein de parcours différents. Moi, les meilleurs processus de recrutement, en termes de conception, ceux que j'arrive à avoir au quotidien, c'est des processus qui peuvent recevoir au final n'importe quel type de profil et être capable de déterminer à la fin, est-ce qu'on a les compétences ou pas. Alors, on est sur les votes. À 54 votes, il y avait des questions en coude à coude. On a 2 co-leaders et un troisième. Donc, 54 votes, on va arrêter là. Je vous fais la petite capture d'écran pour vous permettre de voir le résultat. Et on a 2 co-leaders, c'est quand même assez étonnant. Statistiquement, je pense qu'on avait peu de chance d'avoir des co-leaders en matière de questions. Donc, je vous les apporte, vous les voyez. 24 votes pour les 2 questions qui sont là. Je crois que c'est Augustin qui ouvre le bal sur ce numéro 3. Hein. Ouais. Alors, cette question de la motivation, elle est super intéressante. Les recrutements sont tellement durs en ce moment. Les clients restent exigeants alors qu'il y a peu de candidats qui correspondent à leurs critères qui sont ultra serrés. On a besoin, nous recruteurs, internes ou externes, de sentir la motivation de nos candidats. Clairement, sentir la motivation du candidat pour l'entreprise, pour le projet, pour l'humain, pour les valeurs, etc. Et je sais que moi, j'accorde énormément d'importance sur cette question de motivation. Et au fait,
c'est compliqué de poser des questions pour évaluer la motivation. Je pense que c'est tout au long d'un process de recrutement qu'on va sentir la motivation des candidats et que les questions de motivation vont venir tout le temps. Il y a des questions directes, indirectes, il y a les questions, il y a le verbal, il y a le non-verbal, il y a l'implication dans le process. Il y a plein de choses qui vont nous permettre, nous, de déceler la motivation des candidats pour l'entreprise, pour le poste, pour le process de recrutement. Donc ça, c'est la première chose. Alors ensuite, sur les questions, moi, la première, j'avais aussi choisi. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse sur le poste à pourvoir et comment vous projetez-vous sur ce poste? Moi, souvent, en tant que recruteur, je demande un tout petit mail de motivation une fois qu'on a rencontré le candidat, que le candidat nous a présenté son parcours, son projet, son profil, et qu'on lui a présenté l'entreprise, le poste, et que c'est bien carré. On a passé 1 heure avec lui, on valide ensemble un intérêt mutuel, et je demande toujours un petit mail de motivation de 10 lignes, bullet points, très simple, et je lui demande quelles sont ses motivations concrètes pour le poste, motivation sur le poste, sur l'entreprise, sur le projet, pour voir s'il reformule bien. Donc la motivation, je la sens tout au long du process, et cette question-là, moi, je la pose à la fin, et je veux qu'il me la reformule par un mail où on va voir s'il synthétise bien, s'il a bien tout appréhendé et s'il hiérarchise bien ses motivations et si elles sont réelles. Et je vois aussi avec la réponse du mail, s'il me répond 2 semaines après ou 4 heures après ou juste le lendemain, pareil, la motivation, je la sens différemment. Mais je trouve que c'est bien aussi d'avoir une motivation qui est reformulée par un mail concret. Je ne demande jamais un mail de 2 pages. Hein. Je veux un truc très, très simple, très synthétique, mais qui va permettre de hiérarchiser les motivations. Et donc, moi, je la pose systématiquement, donc très bien celle-là. Et effectivement, comment vous projetez-vous sur ce poste? C'est super. Je trouve qu'il y a une démarche aussi des fois de co-construction. 80% du poste, il est listé sur la job description, quelles sont les missions, quelles sont les responsabilités. Mais souvent, le poste, les 20% restants, on peut apporter un input et proposer, en plus des missions, de proposer des choses qui sortent de la mission. Et là, on va être force de proposition et ça va permettre aussi aux collaborateurs qu'on veut recruter de proposer des choses en plus dans sa mission et de se projeter sur le poste tel qu'il est décrit, mais de se projeter sur d'autres choses que le poste, qui ne sont pas décrites dans le poste. Donc, j'aime bien cette question pour ça. Un peu comme tout à l'heure, qu'est-ce que vous cherchez en priorité chez votre futur manager? Voilà, là, on se met en position où on est vraiment équilibré dans le process de recrutement. Il n'y a pas un dominant et un dominé. Et de manière très humble, très sincère, dis-moi, toi, ce que tu attends, et on verra si ça correspond, ou voire même si on peut un petit peu changer la donne, parce que ton profil nous intéresse vachement. Donc, je trouve que c'est super sain de pouvoir demander aux futurs collaborateurs, aux candidats, qu'est-ce qui l'intéresse en priorité dans son futur poste. Et là, pareil, réponse très directe. Ok, ça, je suis désolé, je ne l'ai pas, je ne peux pas te le donner. Au contraire, ça, je l'ai, allez, on avance. Ou ça, ce n'était pas prévu, mais je le mets dans la job description. Et ça permet de co-construire aussi une partie, je dis seulement une partie, qui est une petite partie en général d'ailleurs, des missions pour le poste. Donc, je l'aime bien pour ça. Et c'est à peu près du même acabit. La troisième question, tu as besoin de quoi pour t'épanouir? Alors là, c'est à plein de niveaux, c'est assez ouvert. Mais souvent, ça nous permet d'aller justement sur la partie valeur, adéquation, valeur du candidat et valeur de l'entreprise, et d'aller sur des sujets aussi qui, moi, me parlent, sur les parties, je ne sais pas, RSE, développement durable, et d'aller chercher aussi des profils qui ont un peu ça dans le sang. Donc, j'aime bien aussi, moi, des questions qui vont permettre de jauger les valeurs et l'adéquation des valeurs entre le candidat et l'entreprise. Et celle-là, je pense, nous permet de jauger. Thomas, un petit complément? Ouais, bon, juste pour revenir sur cette question-là, le sujet de la motivation, c'est un sujet qui pour moi est primordial. J'ai tendance, moi, à conseiller à nos clients de s'orienter sur des gens plus motivés, même s'ils sont un peu moins compétents. Je trouve qu'un bon recrutement, c'est une personne qui est hyper motivée, qui trouve son intérêt, qui va s'épanouir. Et il vaut mieux des gens moins compétents mais plus motivés que des gens qui vont être très compétents et pas motivés parce qu'ils vont pas trouver d'intérêt. Donc cette question-là, j'insiste vraiment sur le fait
quelles que soient les questions qu'on va poser, il faut les poser, il faut creuser et que voilà, c'est un sujet qu'il ne faut pas lâcher et sur lequel, si la personne, même si elle est top, on ne la sent pas motivée, il ne faut pas y aller, quoi. Voilà. Ensuite, moi, ces questions-là, encore une fois, je les trouve ouvertes, ça permet à la personne de s'exprimer, etc. Donc, je suis en phase avec les 3 questions qui ont été sélectionnées. Un petit regard, Aurélien, peut-être, pour toi? Ouais, je trouve que les questions sont bonnes, hein, et Augustin et Thomas ont souligné plein de points, questions très ouvertes, et surtout cette notion d'obtenir de la part du candidat des éléments très concrets qui vont nous permettre de savoir est-ce qu'on a correspondance entre ce qu'on a à proposer et ce que la personne recherche. Qu'est-ce qui vous intéresse sur le poste? Comment vous vous projetez? C'est des questions où on va aider la personne à nous parler de ce qu'elle a apprécié dans le poste, de ce qui lui a parlé, et pour nous, du coup, pouvoir potentiellement réargumenter, rapporter des éléments. Qu'est-ce qu'on recherche en priorité chez un employeur dans un futur poste? De quoi on a besoin pour s'épanouir? Pour moi, les 3 questions qui sont remontées ici sont très bonnes et permettent d'obtenir de la part du candidat plein de billes. Après, là où j'ai peut-être un regard un peu différent, pour moi, la notion de motivation, elle est très contextuelle, en fait. C'est très difficile pour moi d'avoir une évaluation de la motivation pendant le processus de recrutement, parce que je pense qu'on a tous eu des cas de figure dans le recrutement où on avait des candidats qui avaient l'air tout feu, tout flamme pendant le process, et une fois qu'ils sont arrivés sur le terrain, en fait, pouf, ça s'éteint, et c'est plus du tout le cas, ou des candidats qui avaient peut-être l'air moins enthousiastes, en tout cas pas hyper expansif, et une fois à la tâche, hyper attaché, hyper assidu. Donc la motivation, c'est une notion très contextuelle. Moi, je pense qu'au final, ce sujet d'avoir des candidats motivés, c'est surtout la responsabilité de l'employeur. Parce qu'en fait, derrière la notion de motivation, motiver, étymologiquement, c'est mettre en mouvement. Il faut une force pour que les gens soient motivés. Et pour moi, cette force, elle doit venir de l'employeur. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là dans les questions de motivation. Pour moi, c'est toujours quels éléments je récupère pour ensuite aller séduire, argumenter et chauffer la personne à blanc pour qu'elle se dise évidemment qu'il me faut ce poste, évidemment qu'il faut que je fasse ce taf-là dans cette boîte-là. Et c'est notre responsabilité en tant que recruteur de donner cette motivation. Puisque on vient chercher des gens qui potentiellement sont ailleurs ou cherchent un emploi, mais ils ne sont pas motivés par nature. Il n'y a pas de personne qui est motivée par rien du tout. Il faut une force extérieure, et cette force extérieure, c'est le recruteur de la fournée. C'est au recruteur de la fournée. Juste moi, pour revenir sur cette partie motivation, un cas concret qu'on a eu chez nous au QuickMS, à un moment donné, on allait dans une école là, qui est la plateforme à Marseille, qui est une école de développement un peu nouveau genre, un peu comme l'école 42 de Free. Et en fait, on a reçu 20 CV des mêmes profils. Pour juger une partie de la motivation, on leur a demandé de faire un test qui est un jeu sur une application de smartphone. Et déjà, ça avait éliminé 70% parce qu'il y en a plein qui n'étaient pas allés au bout. Voilà. C'est aussi des façons de leur mettre des barrières à l'entrée quand vous avez beaucoup de masse. C'est un petit retour d'expérience personnelle. Est-ce que vous voulez rajouter? Je n'ai pas vu de questions particulières dans le chat. Je ne sais pas si vous en avez vu, vous, messieurs. Mais... Juste un aparté sur le sujet de la motivation et pour aller un poil plus loin, je trouve que c'est également hyper important pour un recruteur d'être très transparent sur le poste, les conditions de travail, l'environnement de l'entreprise, les côtés sympas, les côtés moins sympas, etc. Pourquoi? Parce que si on décrit un modèle parfait où, voilà, quand, entre guillemets, on vend un poste et une entreprise à un candidat sans lui dire la vérité, la motivation, elle va retomber directement. Donc, dès que la personne va découvrir, entre guillemets, le poteau rose, donc très important au-delà de creuser quelles sont ses motivations, lui expliquer aussi vraiment quel est l'envers du décor, comment ça se passe au sein de l'entreprise, pour savoir si ses motivations correspondent sont en adéquation avec ce qu'on peut lui proposer. Ouais, donc, attention à la marque employeur très très rose et très très belle, quoi. Ça va. Ça peut faire effet qui se coule après. Allez, je vous propose qu'on passe à notre dernière question, sinon Thomas va avoir tort, on n'aura pas fini à 13h. Alors, je vais lancer le sondage. Donc là, on est sur la pire question à ne pas poser. Attendez, j'essaie de me débrouiller avec ma souris.
je crois que c'est la pire question. Le dernier truc un peu plus léger avant de partir déjeuner. Non, non, attendez. Tac, voilà. Discriminante, osée, bateau. On y va, je vous publie. Alors là, pour le coup, on n'avait pas eu énormément de choix, hein, messieurs, de mémoire, hein, sur ces questions, sur ce sondage-là. Tout le monde avait été revenu un peu sur les mêmes basiques, mais on va voir ce que ça donne après au vote. Je publie. On est parti pour les votes. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop faim. Il est 12h50. Voilà, je suis ravi parce que c'est très animé. On a des bons commentaires, et tout le monde vote et participe, donc c'est cool. Elles sont toutes pires, hein. Ouais, moi je suis en train de prendre c'est la pire des pires des pires là, qu'il faut Ouais, on avait un très beau panel de mauvaises questions. Les trois pires. Juste pendant que les gens répondent, je réponds à Isabelle qui a posé une question par rapport aux recruteurs qui ne font pas de retour aux candidats après une candidature ou un entretien. En théorie, ça ne devrait pas arriver. Donc, on ne peut pas penser que c'est quelque chose de positif. Ça ne devrait pas se passer. En pratique, on a des métiers humains. L'erreur est humaine. Donc, nous, on fait de notre mieux pour que les gens aient des retours. Mais il y en a quelques-uns qui peuvent passer entre les mailles du filet. Et en tant que candidat, le conseil que je vous donne quand même, c'est de ne pas hésiter à relancer. Parce que oui, le recruteur doit revenir vers vous. Mais pareil, si vous êtes motivé, si vous êtes intéressé, il ne faut pas hésiter à le dire et à faire des retours. Alors, on est à 50 votes. On a encore gardé tout le monde avec nous, messieurs. On a eu peut-être quelques départs parce qu'on devait partir déjeuner, mais on a gardé beaucoup de monde. Alors, on a quand même, dans le panel, on avait quand même des questions qui sont dans le même thème. Donc, je vais faire une partie un peu plus large. Je vais pas prendre les 3 premières parce que ça revient quand même, parce que pour l'instant, on a orientation religieuse, on a les enfants et enceinte. Donc, on va prendre un peu plus large pour aller, on va prendre les 6 meilleurs sur ce top. Comme ça, vous allez pouvoir piocher et éviter de parler des mêmes. Donc, ça me fait que je fais rentrer Slip ou Caleçon, par exemple. Que je trouve très drôle. Je ne sais pas qui avait posé ça, mais très très drôle. Et au moins, on ne peut pas la faire aux femmes, hein, c'est discriminant qu'avec les hommes. On pourrait faire la variante femme, mais j'oserais pas la faire en live. Voilà, donc je crois que c'est Thomas qui ouvre le bal pour ce dernier thème. Okay. Donc, tu as envie de parler desquels là? Ouais, j'ai envie de parler de toutes. En préambule, j'ai envie de dire 2 choses quand même super importantes au travers des pires questions. Il y a les questions bateau. C'est pas top, c'est pas utile, mais c'est pas grave. Par exemple, j'avais cité moi 3 qualités et 3 défauts. C'est old school. Nous, on la pose pas. Je l'ai posée au début de ma carrière, il y a 15 ans. C'est pas très grave de la poser. En revanche, est-ce que vous êtes enceinte? Quelle est votre situation familiale, vos orientations religieuses? On n'a pas le droit de le faire. C'est de la discrimination. On en parle souvent en interne chez LM5P. C'est des choses à bannir. Ça se faisait déjà pas précédemment. Aujourd'hui, c'est encore moins le cas. Donc ces questions, malheureusement, elles existent encore et on va pas se leurrer. Souvent, j'ai envie de dire que c'est des gens qui sont pas formés et qui se rendent pas compte qu'en les posant, enfin, c'est très grave et qui n'ont absolument pas le droit de le faire. Mais on a des candidats qu'on envoie chez des clients et qui nous disent effectivement qu'on leur a posé ces questions-là, quoi. Donc, si vous avez la chance d'être RH en entreprise, former les managers, c'est plutôt des questions d'ailleurs qui sont posées par des opérationnels que des responsables RH qui ont été formés et qui savent qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais les questions d'âge, de sexe, de religion, est-ce que vous êtes enceinte? Bon, pour moi, c'est peut-être la pire parce que déjà, c'est hyper blessant si la personne n'est pas enceinte. Et si elle l'est, de toute façon, on n'a pas le droit de lui poser la question. Donc, toutes ces questions, elles sont vraiment à bannir et il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais en tout cas, il faut vraiment communiquer en interne et voilà, prêcher la bonne parole pour plus qu'on entende ces questions-là dans un cadre de recrutement ou juste pour revenir au basique. On est là pour évaluer des compétences.
de la personnalité, donc des soft skills, de la motivation, mais surtout pas ces critères-là qui n'en sont pas. Qui ne sont pas des critères évalués. Alors, tu parlais de formation, Thomas. Moi, j'ai un retour d'expérience justement à apporter sur le fait que, tu l'as mentionné, tu as tes candidats qui te rapportent que ces questions sont toujours posées. Et c'est une réalité. Moi, je travaille j'ai travaillé là en formation avec des centaines de recruteurs et bientôt aussi une bonne centaine de managers opérationnels qui font du recrutement. En fait, ces questions, elles arrivent. Elles sont posées. Euh, la question, c'est pourquoi, en fait. Pourquoi ces questions sont posées? Alors, à part, êtes-vous enceinte? Que je vais éliminer complètement, que je traiterai à part. Mais sur potentiellement quelles sont vos origines, quelle est votre situation familiale, vos orientations religieuses, ou est-ce que vous avez des enfants actuellement? En fait, parfois, ces questions, elles adviennent parce que il y a eu une expérience passée pour le manager où il y a eu un problème qui a été lié à une de ces caractéristiques. Là, récemment, je travaillais avec un client qui disait, voilà, je travaillais avec un client, donc un recruteur en formation, qui parlait d'un client à lui. Il lui avait dit, j'ai eu quelqu'un d'origine maghrébine en entreprise, ça n'a pas du tout fonctionné avec l'équipe. Il y avait un problème culturel de fonctionnement et du coup, je veux plus de candidats d'origine maghrébine. Et il me partageait sa difficulté de voilà comment est-ce que je peux gérer ces éléments-là au quotidien. Et en fait, souvent nous, ce qu'on essaye de faire en formation sur comment on accompagne les managers sur ces sujets-là, c'est de se dire, en fait, quand on est sur un critère discriminant, que ce soit l'origine ou même le simple fait d'avoir des enfants, il faut se rattacher à c'est quoi l'incident, la critique, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné opérationnellement. Il y a eu un problème de fonctionnement en termes de culture, et là je parle de culture d'entreprise. Et une culture, c'est une manière de faire les choses. Est-ce qu'ils étaient très cadrés et le candidat l'était pas du tout? Ça, on le retrouvera dans plein de candidats, peu importe leur origine personnelle, ou d'autres cas de figure, ou des managers qui ne veulent plus de parents parce que il y a eu des problèmes sur la tenue des horaires. En fait, le critère à valider, c'est est-ce que la personne elle peut tenir les horaires. C'est pas est-ce que la personne elle est parent ou pas. Et donc une manière de formuler des questions de manière non discriminante autour d'attentes sur le poste qui peuvent être légitimes. Le respect des horaires, c'est une attente légitime sur le poste, ou le fait de bien s'intégrer dans une équipe, c'est une attente légitime. C'est de retrouver c'est quoi la contrainte du poste, quoi le critère du poste, et d'orienter la question là-dessus. Typiquement, nous sur cette histoire de je veux plus de parents parce que ça posait des problèmes pour le travail le week-end ou les fins de journée, c'est voilà d'arriver en entretien et de dire ce poste-là va demander de respecter tels horaires, de travailler un week-end sur deux. Est-ce que vous êtes prêt à accepter ces conditions? Jusqu'à quel point êtes-vous prêt ou prête à accepter ces conditions? Et là, la personne, c'est une grande personne, c'est une adulte, elle répond en fonction de ce qu'elle se sent en capacité de faire ou pas. Et là, la question, elle répond à la fois à l'attente et elle est aussi non discriminante. Donc c'est vraiment triste de se dire que oui, on pose encore ces questions-là, mais parfois il y a des vrais sujets de recrutement derrière. Et effectivement, là où tu disais, la formation, elle est capitale pour aider à pouvoir dépatouiller qu'est-ce qu'on cherche vraiment derrière et ensuite à poser les bonnes questions. Augustin, tu veux compléter? Simplement pour dire que c'est notre rôle, à nous, consultants en recrutement, à nous, RH, de former en permanence, d'évangéliser, de répéter. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité. Donc, on doit nous-mêmes se former régulièrement. Il y a 23 critères discriminants qui existent. Il faut qu'on les connaisse, il faut qu'on les diffuse à nos équipes, il faut former les RH, évidemment, les consultants en recrutement également, mais les opérationnels. Comme l'a dit très bien, très justement Thomas, c'est les OP souvent qui vont sur ces questions-là. Mais voilà, c'est notre devoir à nous, RH internes ou externes, de former et de ne pas lâcher parce que c'est trop important et puis c'est du légal, quoi. Donc, de toute manière, il faut aussi qu'on se protège. Et ça, c'est limite la deuxième raison. Donc, voilà, c'est notre responsabilité, il faut qu'on l'assume. Après, je pense que les gens ne sont pas forcément malveillants quand ils posent ce genre de questions. Des fois, c'est aussi une façon de mieux connaître la personne en face et c'est une facilité.
Moi, j'aime bien poser la question, essayer de comprendre, de savoir qui y a. Donc, et des fois, le légal nous met des contraintes alors qu'on est bienveillant. Moi, j'aime bien avoir de la diversité, avoir des profils différents. J'aime bien j'ai des maghrébins, j'ai des juifs, j'ai toutes les religions chez moi dans ma boîte. Et en fait, je suis content presque quand quand je trouve une nouvelle, quelqu'un de nouveau. Et c'est difficile d'aller creuser et trouver. J'ai des végétaliens qui sont arrivés dans la boîte. C'est vachement bien. Je trouve qu'ils nous amènent à notre état d'esprit, etc. Mais voilà. Donc, moi, en tant que personne et chef d'entreprise, des fois, tu t'es aussi bloqué par les règles légales alors que tu es bienveillant. C'est vrai. Ouais, mais franchement, c'est vraiment difficile parce que même avec la bienveillance, parfois, en fait, sur ces sujets-là, il n'y a pas les grands méchants qui discriminent et les saints de l'autre côté qui sont jamais discriminants. On peut tous faire des choses discriminantes à un moment ou à un autre sans s'en rendre compte, sans le savoir. Et la loi, elle est là pour nous rappeler que, en fait, il faut tout le temps faire attention. Et du coup, si on peut éviter globalement d'évoquer ces sujets-là, c'est mieux. Donc ouais, j'entends ce que tu dis, mais en vrai, c'est jamais tout blanc ou tout noir dans la manière dont les gens fonctionnent, dont la discrimination fonctionne dans le recrutement. Donc c'est important de travailler là-dessus. Et surtout, un point qu'on oublie souvent, c'est que la majorité de la discrimination qui s'opère dans le recrutement, elle est inconsciente. Elle se fait par biais de sympathie, par j'ai en face de moi quelqu'un qui a une caractéristique commune avec moi, aussi petite soit-elle. Il y a des études qui démontrent que les intervieweurs sont plus sympathiques avec les personnes qui ont des prénoms, qui ont des sonorités similaires aux leurs. C'est-à-dire, si moi je vois quelqu'un en entretien qui s'appelle Aurélie, je vais la juger légèrement mieux que quelqu'un d'autre. Donc ça joue à des niveaux tellement intimes sur ces conditions-là que au final, on ne peut jamais vraiment s'en prémunir. Donc c'est aussi pour ça que la loi est là pour rappeler, attention, sur ces sujets-là, faut pas évoquer, faut pas y toucher, parce que sinon on tombe vite dans le panneau sans le vouloir. Tout le monde a des a priori positifs ou négatifs qui sont liés à des expériences personnelles, et le nombre de fois où j'ai entendu des managers me dire comme il a fait la même école de commerce ou d'ingé que moi, ça va le faire. Enfin voilà, là c'est un a priori, une discrimination positive. Mais en fait, ça fonctionne pas, quoi. Messieurs, je crois qu'on est en train de perdre du monde. Les gens commencent à avoir faim. Il y a plein de gens qui nous ont dit au revoir et qui nous ont dit grand merci. Je vous propose qu'on s'arrête là. En tout cas, c'était super intéressant. Je crois que c'est le webinaire où on a fait le record de temps parce que le sujet est passionnant. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site quickms.fr pour retrouver tous les webinaires qu'on a. On a un super webinaire sur le feedback avec Stéphane Moriou le 9 novembre, mercredi 9 novembre. Inscrivez-vous. C'est un conférencier, c'est un ponte du feedback. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Si Géraldine est encore là, si tu peux mettre dans le chat le lien du webinaire pour ceux qui ont envie d'aller s'inscrire à ce webinaire, ça serait top. Merci Aurélien, merci Augustin, merci Thomas, parce que je pense qu'on a eu du bon niveau en matière de questions de recrutement. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Est-ce que vous voulez faire un petit mot de conclusion, messieurs? On refait ça quand vous voulez. Super intéressant d'échanger avec des pros du recrutement et sur des questions, effectivement, c'est du basique, mais tellement fondamental et utile que c'est toujours intéressant de débattre. Voilà, il y a Géraldine. Merci d'avoir pris du temps de se poser des questions sur les questions. C'est toujours sympa. Et alors, donc, si vous avez besoin d'aide sur le recrutement, n'hésitez pas à appeler Augustin ou Thomas, à Church et le mouton à 5 pattes. Et si vous avez besoin de former vos équipes, vous pouvez aller voir Aurélien. Ils sont super compétents là-dessus. Et si vous avez besoin d'outils, People Management System, pilotage, etc., vous pouvez venir me voir moi sur quickms.fr. Merci à tous. Je clôt le webinaire. Ciao, ciao. Merci, bye bye.